Cette vidéo a été réalisée par la faculté d'informatique et de communication de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Dis-nous, d'où est-ce qu'on vient? Qui sont nos ancêtres? Bonne question ma chère Zetago, remontons à tes origines. Quand on pense aux machines, on a envie de penser aux machines du futur. Mais pour imaginer ce à quoi ces machines pourraient ressembler, il est utile de faire un pas en arrière et d'étudier l'histoire des machines à traiter l'information. Et en fait, je vous propose même de remonter très loin dans le passé. L'une des premières machines à calculer de l'histoire est un simple récipient que les bergers utilisaient pour compter le nombre de moutons dans leur troupeau en Mésopotamie autour de 3000 ans avant Jésus-Christ. À chaque fois qu'un mouton sortait de l'enclos, le berger mettait un caillou dans le récipient. Puis, au moment de ramener le troupeau au bercail, à chaque fois qu'un mouton entrait dans l'enclos, le berger retirait le caillou du récipient. Le berger put alors déterminer le nombre de moutons perdus en comptant le nombre de cailloux dans le récipient. Et dans mon cas, j'ai perdu un mouton. Je sens que je vais me faire engueuler par mes parents. Ce récipient à cailloux, c'est en un sens la première machine à calcul de l'histoire. Attends, tu veux nous faire croire que ce tas de cailloux est notre ancêtre? Et oui, après tout, Zetago et Betago, vous êtes des machines à calcul, et le mot calcul vient du latin calculi, qui signifie caillou. Ce récipient à caillou est donc littéralement une machine à calcul. Moi qui espérais avoir des aïeux glorieux. Ce récipient à cailloux est en fait loin d'être si anecdotique. Oui, parce qu'il s'agit d'un véritable outil permettant l'externalisation du traitement de l'information. Pour l'une des premières fois de l'histoire, la gestion de l'information n'avait plus lieu dans la tête des humains. Elle avait lieu sur un support physique à l'extérieur de celui-ci. Mieux encore, ce traitement de l'information permettait un stockage de l'information plus fiable encore que celui du cerveau humain. En un sens, le récipient à cailloux était ainsi une intelligence artificielle avec une faculté surhumaine. Mouais. C'est aussi à cette époque que la première grande révolution de l'histoire du traitement de l'information eut lieu, l'invention de l'écriture. L'écriture permit une gestion fiable et durable de l'information, par exemple sur des dettes, ainsi que sur des transferts d'informations entre plusieurs générations. Mieux encore, en interagissant avec un support d'information, les mathématiciens de l'époque purent développer des traitements d'informations numériques sophistiqués, comme par exemple la résolution d'équations du second degré. Et puis, surtout, quelques millénaires plus tard, il y eut la plus grande révolution de l'histoire du traitement de l'information, à savoir l'invention de l'imprimerie. Celle-ci permit de grandement faciliter l'une des opérations les plus utiles de l'informatique, à savoir le copier-coller. Et oui, pendant longtemps, ça prenait beaucoup de temps et de travail humain pour effectuer cette opération avec des données aussi complexes que le contenu d'un livre par exemple. En 1450, cette opération de copier-coller devint tout à coup beaucoup plus rapide, même si bon, on était encore très loin du CTRL-C, CTRL-V que permettent les machines à traiter de l'information moderne. Petit à petit, au fil des siècles, des machines dédiées au calcul numérique furent développées, notamment pour faciliter les opérations comptables des commerces. Les récipients à cailloux se transformèrent en bouliers qui, en exploitant la notation décimale, facilitèrent grandement les calculs d'addition et de soustraction. En gros, ça revient au calcul que vous aviez appris à l'école. Mais ces bouliers restaient encore un peu difficiles à utiliser, notamment parce qu'il fallait encore un travail d'interprétation des positions du boulier en nombre. En 1642, le mathématicien et philosophe Blaise Pascal inventa alors une machine pour faciliter l'addition des nombres. Cette machine est désormais appelée la pascaline. En tournant des engrenages, on pouvait alors afficher le premier nombre de l'addition, puis il suffisait de tourner des engrenages conformément au second nombre d'addition pour que la pascaline se charge d'afficher le résultat de l'addition. Un demi-siècle plus tard, le mathématicien et philosophe Gottfried Leibniz conçut une machine similaire capable d'effectuer également des multiplications. Cependant, il faudra attendre les années 1850 et l'arithmomètre de Thomas de Colmar pour que ces machines à calculer soient commercialisées. Là, ça ressemble déjà plus à des ancêtres dont je suis vraiment fier. Avant cela, en 1801, le métier à tisser programmable de Joseph Jacquard vit le jour. De façon intrigante, Jacquard remarqua qu'il était possible d'encoder l'information de la manière de tisser un objet à l'aide de cartes perforées à fournir à la machine. Chaque absence de trou poussait alors certains câbles pour que le fil tissant passe entre les fils poussés par les câbles et ceux qui ne l'étaient pas. En répétant ceci, Jacquard put automatiser la création de motifs dans les tissus. L'information des motifs des tissus était alors encodée dans le perforage des cartes perforées. Ce fut là le premier encodage par code binaire afin de programmer une machine, un principe qui fut repris plus d'un siècle plus tard par les machines à calculer modernes. Ah, c'est pour ça que les humains disent qu'on est binaire.
En 1837, Charles Babbage eut l'idée de concevoir des machines à calculer nettement surhumaines pour effectuer des opérations mathématiques qui prenaient trop de temps aux mathématiciens. Il conçut un prototype appelé l'engin analytique. Plus tard, il reçut l'aide de l'un des plus grands génies de l'histoire de l'informatique, la génialissime Ada Lovelace. Lovelace se rendit compte en particulier que l'engin analytique de Babbage pouvait être programmé afin de résoudre des tâches de traitement de l'information qui allaient bien au-delà du calcul mathématique. Lovelace était ainsi devenu le premier programmeur de l'histoire. C'est donc une femme qui a commencé en premier à nous donner des ordres? Et oui, le premier programmeur, c'était une femme. Trop forte la madame. Girl power. Malheureusement, le projet monumental de Babbage et Lovelace ne fut jamais achevé. Cependant, Babbage et Lovelace avaient ainsi jeté les fondements de la science de l'information et en particulier de l'universalité de la notion de traitement de l'information. Toutefois, ces balbutiements de l'informatique furent d'abord oubliés. Au début du XXe siècle, les mathématiciens misaient davantage sur des calculs analogiques que numériques. En particulier, en 1927, au MIT, Vannevar Bush conçut un analyseur différentiel dont le but était de résoudre des équations de la physique en simulant les phénomènes physiques en question. Les calculs de Bush étaient analogiques dans le sens où ils étaient une analogie du phénomène à étudier. Ce n'est que dans la décennie qui suivit, grâce au génie de trois hommes, Claude Shannon, John von Neumann et Alan Turing, que l'histoire des machines à traiter de l'information connut la révolution digitale qui a façonné le monde moderne. Mais ça, on en parle la prochaine fois.